Donc, notre orateur suivant est Jean-François Aubry, qui travaille dans le groupe à Paris Physique pour Médecine et au CNRS. Il va nous faire une présentation sur les différents dispositifs cliniques disponibles pour la thérapie par ultrason. Merci bien. Donc, Cyril m'a mis la pression au départ pour que je fasse un peu plus court. Là, non, j'ai 5 minutes, ça va être compliqué. Et je vais essayer de faire quand même 10 minutes de moins que prévu et pour pas qu'on termine trop tard ce soir. Ça va pas être difficile d'aller vite parce qu'il y a une bonne partie en fait qui a déjà été traitée sur les deux présentations précédentes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité à participer à cette conf. C'est une très bonne initiative qu'on ait une conférence en France sur la thérapie par ultrason. Et donc, je vais essayer de parcourir un peu les différents dispositifs cliniques et je dirais mon objectif, c'est d'aider les cliniciens à trouver le dispositif qui lui conviendrait. Alors pour ça, on peut se poser la question de savoir quelles sont les indications en ce moment traitables ou qui le seront bientôt. Et ici, c'est un panorama qui a été fait par la FUS Foundation de l'ensemble des indications regroupées par leur état d'avancement. Et donc principalement, vous voyez qu'il y a des applications en oncologie, en neurologie et dans le musculo-squelettal. Et dans le pourtour, ce que vous voyez au niveau de couleur, c'est l'état d'avancement, c'est-à-dire soit au stade de concept ou de préclinique, ou d'essai clinique, ou bien les systèmes qui sont approuvés, soit en dehors des US, soit aux États-Unis, voire même qui sont remboursés. Donc finalement, ma présentation sur les systèmes médicaux ne concerne que ceux qui sont en orange, en rouge et en violet. Donc vous voyez que pour l'instant, sur l'ensemble des applications, ça représente peu de systèmes, mais quand même. Au total, pour l'instant, il y a 136 indications qui sont en cours de développement et 88 compagnies, ce qui veut dire quasiment 88 systèmes quasiment disponibles pour faire des HIFU sur un organe ou un autre. Globalement, vous avez vu déjà un certain nombre des systèmes qui sont disponibles sur le marché. Vous avez le système de Profound au Canada, Insightec en Israël, et puis vous avez DAP-TMS en France, Terraclion, vous avez des systèmes chinois, donc beaucoup de systèmes. Je vais essayer, moi, de vous présenter déjà les parties communes à l'ensemble de ces systèmes, et puis essayer de voir comment choisir le bon système pour la bonne application. Alors, je remercie Jean-Yves pour ce schéma qui résume bien, en fait, le fonctionnement de tous les systèmes cliniques. Typiquement, on va avoir évidemment une unité de traitement avec un transducteur, un amplificateur, tout ce qu'il faut pour le piloter. Et puis, il faut pouvoir positionner ce transducteur pour faire le traitement. Et pour cela, deux choses. Un, des moteurs pour arriver à le mettre au bon endroit. Et puis ensuite, évidemment, un système d'imagerie qui va permettre de localiser la cible et de faire en sorte que le transducteur se positionne au bon endroit. Et tout ça est contrôlé par une électronique. Et en fait, l'ensemble des systèmes que je vous ai montrés précédemment se distinguent en plusieurs catégories. D'une part, il y a ceux qui sont guidés par ultrason, US Guided Focused Ultrasound, ceux qui sont guidés par IRM, MR Guided Focused Ultrasound, et puis finalement, il y a ceux qui utilisent des systèmes mono-éléments ou multi-éléments. Et principalement, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a soit des systèmes assez complexes, difficilement transportables, ou des systèmes qui sont transportable, voire même ultra portable maintenant. Alors j'en viens à la question principale, comment trouver un système clinique pour une indication donnée? Et en fait, mon meilleur conseil, c'est d'aller en fait sur le site de la Focused Ultrasound Foundation. Et sur ce site, vous verrez, il y a les treatment sites, c'est-à-dire que ça vous donne au moins la liste de tous les sites qui font des traitements à l'heure actuelle dans le monde. Et vous pouvez spécifier ici une indication, les fibromes utérins par exemple, les tremblements essentiels, le pays, et ça va vous lister en fait l'ensemble des systèmes qui sont installés dans le pays. Alors du coup, on va quand même en prendre un cas d'école, et pour choisir le traitement, si on regarde à l'heure actuelle sur les traitements effectués sur les patients, donc typiquement plus de 300 000 patients qui ont été traités dans le monde, ça c'était en 2021.
Et on voit que finalement, l'immense majorité, enfin la majorité, c'est les fibromes utérins en fait, puis la prostate, et ensuite le foie. L'ensemble des autres applications se distribue entre le sein, le glaucome et le cerveau. Alors, puisque le fibrome utérin est à l'heure actuelle l'organe le plus traité, donc j'ai pris dans la database de la Face Foundation, j'ai pris fibrome utérin. J'ai pas pris la France parce que ça ne me donnait pas assez de réponses, désolé. Donc j'ai pris l'Allemagne. Et si on prend l'Allemagne, par exemple, vous allez avoir une liste d'hôpitaux. Et puis à chaque fois, quand vous cliquez dessus, vous tombez sur le système qui est utilisé. Donc typiquement, par exemple, pour le fibrome utérin, vous avez soit le système Chongqing Haifu, le système Profound ou Insightec. Et donc, on en a déjà eu un aperçu, donc ça va me permettre de passer très vite. Je vais vous présenter juste un système guidé par IRM, un système guidé par ultrason. Le système guidé par IRM, c'est le Body System d'Insightec. Et donc, le transducteur est incorporé dans le lit de l'IRM. Et puis, on utilise l'IRM, tout d'abord l'imagerie anatomique pour contourer la tumeur et sélectionner automatiquement les traitements à effectuer en point à point. On utilise aussi l'IRM pour représenter le passage des faisceaux et éviter de surchauffer des os, par exemple, ou de passer par par de l'air, des cavités remplies d'air. Et puis, on utilise, et ça c'est pour le planning, pour le monitoring pendant le traitement, on utilise l'IRM pour mesurer l'élévation de température et en fait la cartographier. On a une image en 2D de l'élévation de température dans les tissus. Et à partir de la courbe de température, d'élévation de température en fonction du temps, on peut même calculer la dose thermique, qui est l'équivalence de la dose radiologique quand on fait une lésion. Et donc on peut calculer cette dose thermique et on peut prédire en bleu les zones qui, a priori, ont été nécrosées en point à point au cours du traitement. Et à la fin du traitement, on peut faire une imagerie avec un agent de contraste pour voir les zones qui sont non perfusées, et qui sont les zones apparaissant en noir ici, qui correspondent quand même relativement bien aux zones qui ont été traitées avec une dose thermique supérieure au seuil, plus en fait, on a également nécrosé certains vaisseaux sanguins, ce qui fait qu'en fait, les zones non perfusées sont un peu plus larges que les zones traitées. Bon, ça, c'est pour ce qui est du contrôle IRM. Pour ce qui est du contrôle ultrason, j'ai pris l'exemple du modèle JC de Chongqing Haifu. Et dans ce cas ici, on a en fait une sonde échographique au centre d'un transducteur de thérapie. Le transducteur de thérapie est en orange. Et l'ensemble est inséré en fait dans le lit sur lequel se pose le patient. Et on peut contrôler le traitement ici. Vous voyez la tumeur à traiter. L'ovale blanc correspond à la zone que l'on va bientôt traiter. Et en fait, c'est pour qu'on puisse voir à l'image ce qui se passe. En fait, le traitement va se faire en fait juste sous la zone qui est représentée en blanc. Une fois que le traitement a été effectué, l'ovale blanc devient orange, enfin jaune. Et vous voyez ici une zone hyperéchogène qui correspond à la cavitation qui a eu lieu. Et donc, on voit la zone qui a été traitée. On peut aussi traiter en point par point. Et donc là, j'étais sur l'exemple du fibrome utérin. Et donc, vous avez ici un exemple de traitement qui a été fait par ultrason. Donc, on voit la zone hyperéchogène qui a été traitée. Et en fait, après traitement, le patient est allé dans l'IRM. Et cette fois-ci, ils ont vérifié que les zones non perfusées correspondaient bien au ciblage du fibrome utérin. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est de voir que finalement, même si l'image échographique paraît plus difficile à lire, il n'empêche que le résultat final correspond à une ablation qui est assez proche de la réalité. Et quand on compare à l'image post-traitement qui a été faite avec guidage IRM, on voit qu'on a finalement des volumes traités et des aspects qui sont assez semblables. Ça a été pas mal discuté aujourd'hui. On peut se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes les fonctionnalités IRM? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de pousser plus en avant les traitements par ultrason? Donc, est-ce que c'est un must-have? Est-ce qu'il faut avoir l'IRM ou pas? Alors, il n'empêche que pour l'instant, oui, pour de l'ablation thermique, oui. D'ailleurs, Gilles, il n'y a pas un seul système en France IRM. Il y en a un à Bordeaux, effectivement, mais il y en a un aussi à la Pitié-Salpêtrière.
à l'ICM. Donc on a le système InsightTech, dans lequel on traite des patients qui sont atteints de tremblements essentiels. Et là, effectivement, c'est un bon exemple pour lequel on a besoin de l'IRM pour guider le traitement, au moins encore pour quelques années. Et vous avez ici une vue d'artiste, et ici, voilà, le système InsightTech installé à la Pitié, un patient traité. Et pour l'instant, venir faire des lésions, ça c'était un des patients qu'on a traité dans le thalamus avec la précision voulue. Oui, pour l'instant, on ne peut pas le faire avec un guidage ultrason. Vous voyez l'efficacité du traitement. Donc là, c'était des spirales, demander aux patients de tracer des spirales entre les deux spirales ici, donc avant traitement, vous voyez les tremblements. Ici, des traits horizontaux entre les bandes grises. Et là, c'est immédiatement après le traitement. Après avoir réalisé cette lésion, on sort le patient de l'IRM, on lui demande de retracer les spirales. Et effectivement, l'amélioration est indéniable. On lui fait évidemment des scores CRST pour quantifier l'amélioration du tremblement, mais dans la vie de tous les jours, c'est indéniable. Alors j'espère que vous pourrez entendre, parce qu'il se trouve que ce patient en fait était clarinettiste dans un jazz band, et attendez, hop, son printer. Ah, j'arrive pas à vous mettre la vidéo, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas si vous entendez. Voilà, donc vous voyez ici, donc lui, c'était sa main droite. Hein, vous voyez la main droite qui est à gauche là, qui tremble énormément, qui l'empêche de jouer. Donc ça, c'est le lendemain. Voilà. Alors je me bloque avec mes coudes. Alors un peu moins. Et si vous regardez avant-après, effectivement, la main droite est effectivement la main qui tremble le plus, et après traitement, en fait, elle ne tremble plus du tout. Donc là, c'est pour les ablations, effectivement, pour l'instant, dans le cerveau, oui, il faut avoir de l'IRM. C'est pas dit que ce soit pour très longtemps, et il faut savoir que même pour le cerveau, il y a d'autres applications, et l'ouverture de barrière en est une. Et il y a une approche qui est très ingénieuse, qui a été développée par la société Cartera, avec Alexandre Carpentier, et avec le Lapto, en collaboration avec le Lapto, qui consiste à implanter en fait la sonde de traitement et ouvrir la barrière. Alors c'est le seul transparent. Je vais parler de deux applications qui ne sont pas encore vraiment des devices médicaux utilisables et marqués CE, mais qui le seront bientôt. Et vous voyez ici, sur cet essai clinique, l'ouverture de la barrière qui a bien été effectuée après avoir émis les ultrasons, injection de bulles et ouverture de barrière. Et là, il n'y a effectivement pas besoin d'être dans l'IRM pour faire le traitement, pour le guider, simplement utiliser l'IRM pour vérifier que l'ouverture a bien été effectuée. Et le gros avantage, c'est qu'on peut effectuer cette ouverture de façon répétée par la suite et en dehors de l'IRM, donc sans les problèmes d'accessibilité et de coût à l'IRM. Puis une deuxième indication aussi qui est la stimulation ultrasonore, qui se développe énormément. Ici, des résultats qu'on avait obtenus chez le singe où on montrait qu'on pouvait effectivement activer la CC ou l'amygdale avec des ultrasons focalisés. Et on développe à l'heure actuelle un stimulateur ultrasonore qui n'est pas dans l'IRM, mais qui est neuronavigué et que l'on va utiliser prochainement chez des patients. Donc, l'IRM, non, n'est pas obligatoire, même pour des applications cérébrales, en tout cas si on est en dehors des applications thermiques. Et puis, on l'a dit aussi, on peut aussi utiliser un système ultrasonore sur lequel on ajoute en fusion l'image IRM, et ça, c'est le cas du Focal One, vous en avez vu un exemple précédemment. L'avantage, hein, évidemment, d'avoir ces systèmes guidés par ultrasons, c'est que les systèmes sont plus compacts. On n'a pas de problème d'accessibilité, le coût est bien moindre, et puis on peut pousser la logique jusqu'à l'extrême et justement profiter de la portabilité et faire des systèmes qui soient vraiment transportables.
facilement utilisables. On a par exemple un exemple avec les couples de Theraclion qu'on peut utiliser soit pour traiter la thyroïde, les fibroadénomes ou les varices. Et je vous montre ici l'exemple des varices, où on utilise le transducteur. Donc dans la tête ici se trouve le transducteur de thérapie et la sonde échographique qui permet de guider le traitement. Et avec la sonde échographique, on peut visualiser très bien les vaisseaux sanguins par Doppler. Et lorsque les vaisseaux sont visualisés, on vient effectuer le traitement de la zone qui correspond à la varice, en point à point, le long de la varice, pour la traiter, bloquer complètement l'écoulement sanguin, et puis ensuite, comme pour les autres ablations HIFU, les tissus morts vont être évacués. Et vous avez ici un exemple, par exemple, sur une personne où là, pour le coup, la pathologie avait mené jusqu'à un ulcère, et après traitement par ultrason, on voit l'amélioration sur le patient. Je dirais, si on pousse de façon ultime les dispositifs de traitement en les miniaturisant, on arrive en fait au système d'high-tech care, pour lequel, pour le traitement du glaucome, en fait, l'idée est d'apposer directement sur l'œil un transducteur ultrasonore, ici. Donc on l'applique directement sur l'œil. Vous voyez ici, finalement, on n'est même plus en train de parler de guidage ultrason ou bien IRM. On est guidé mécaniquement, c'est très astucieux. C'est d'avoir un système qui se fixe sur l'œil, qui le maintient en place, et simplement, on a déterminé par imagerie ultrasonore à l'avance les caractéristiques anatomiques du patient. Et sur une vue un peu plus grosse, voilà, le système possède en fait 3 pré-réglages, 3 transducteurs, qui permettent d'adapter à la géométrie du patient et ensuite de se fixer sur chaque patient et d'effectuer le traitement, donc cette fois-ci complètement en dehors de l'IRM et même simplement en positionnement mécanique. Non seulement c'est astucieux, mais en plus c'est efficace. Et vous voyez ici l'efficacité de la diminution de la pression intraoculaire au cours du temps sur différents groupes qui avaient eu soit des traitements de 3 secondes, soit ici de 4 secondes, encore plus efficaces. Donc un traitement efficace contre le glaucome. Voilà, ça aurait été rapide. Pour résumer sur l'ensemble des systèmes, donc vous voyez qu'il y a énormément de systèmes qui sont disponibles à l'heure actuelle, donc vraiment en système clinique. Je vous ai résumé ici, et je vous ai mis y compris ceux qui ne sont pas encore des systèmes cliniques, mais qui seront bientôt marqués CE. Et j'insiste sur le fait que vous voyez qu'en France, on n'a peut-être pas beaucoup d'IRM, mais on a beaucoup d'idées. Il y a énormément de systèmes qui sont développés par des sociétés françaises, en collaboration avec des laboratoires académiques, et qui s'attaquent chacun à une pathologie bien précise. Et l'idée pour chaque fabricant, c'est de développer la technologie la plus sûre et la plus facilement utilisable, si possible aussi la moins chère, quand c'est possible. Et donc, pour conclure, je vous rappelle, si vous cherchez un système clinique, le mieux c'est de commencer par faire le tri avec le site de la Focus Ultrasound Foundation, pour au moins avoir une liste des systèmes qui seraient éventuellement en utilisation clinique quelque part dans le monde. Et puis une fois que vous avez le site, vous avez le fabricant ou les fabricants. Et à ce moment-là, vous contactez directement les fabricants, ou bien vous contactez certains des intervenants de ces 2 journées High Future pour discuter, avoir nos avis sur le système qui paraît le plus approprié pour votre indication. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On peut en discuter. J'espère, Cyril, que je n'ai pas été trop long. Merci Jean-François pour cette très belle présentation, belle synthèse de tout ce qui existe sur le marché. J'imagine qu'on va avoir quelques questions. Non. Moi, je vais poser au moins une question. Je vais essayer de lancer le débat. Peut-être enlever ça, tu m'entendras mieux. Donc, tu as bien dit que, notamment en France, on développait des dispositifs pour des applications vraiment spécifiques. Tu as montré l'exemple d'High-Tech Care, de passer à la prostate avec EDAP, par exemple. À ta connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été menées où un dispositif est détourné de son usage premier?
Alors, c'est vrai qu'il y a des Terraquillon, remarque, je n'ai pas pensé à cette idée. Mais est-ce que tu vois, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas nécessairement facile, mais d'ailleurs, c'est pas spécifiquement français, parce que si on regarde Insightec, ils ont un système cerveau, ils ont un système pour le fibromutérin, ils ont un système pour les métastases osseuses. Donc, c'est pareil, finalement, chaque fabricant, a priori, a développé un système pour une application bien particulière. Il se trouve que tu as donné un bon exemple, effectivement, Terraquillon, d'utilisation détournée. En fait, mais finalement, Terraquillon, l'application est toujours la même, c'est surtout qu'ils sont très haute fréquence et que, à la base, comme pour la thyroïde, le système a été développé pour arriver à faire des lésions très proches pour des cibles très peu profondes, c'était finalement, effectivement, assez adapté pour faire des varices. Donc, dans un sens, c'est un détournement, mais le système avait été fait pour des cibles qui correspondaient à la nouvelle indication. Il y a une autre question que je voulais te poser, à moins qu'il y en ait d'autres dans la salle. Je vais laisser parler Aurélien Dupré, qui est chirurgien au centre Léon Bérard d'abord. Merci, juste pour rebondir sur les indications détournées. Pour le traitement de la thyroïde, ils avaient le marquage CE que pour ça? Tu as entendu la question ou pas? Oui, j'ai entendu la question. Enfin, là, par exemple, récemment, ils ont obtenu le marquage CE pour les varices. Enfin, ils ont fait une demande spécifique pour les varices, en tout cas. À une époque, ils avaient eu le marquage CE pour le fibroadénome et ils l'avaient eu pour la thyroïde. Mais là, par exemple, pour les varices, ils ont été obligés de refaire un nouveau dépôt. Il y a parfois des volontés d'utiliser un système. Je sais qu'à un moment donné, à l'Université de Virginie, par exemple, ils voulaient, les chercheurs voulaient enfin, certains médecins voulaient absolument traiter des fibroadénomes, et donc ils voulaient utiliser le système conformal Insightec pour faire des fibroadénomes. On en avait discuté avec eux, voilà, de quel système. Et en fait, on leur avait déconseillé parce que c'était pas approprié pour faire le traitement. Et donc finalement, ils s'étaient retournés vers Terraquillon et ils avaient décidé de collaborer avec Terraquillon pour faire du fibroadénome. Donc parfois, oui, on peut détourner un système. Parfois, c'est facile. Parfois, c'est plus compliqué. Si on prend l'exemple du système Insightec, par exemple, pour le cerveau, tant qu'on reste dans le thalamus pour l'instant, effectivement, le système est approuvé. Si on veut commencer à faire des épilepsies plus loin et un petit peu là, il faut se rapprocher d'Insightec et voir s'ils sont prêts à faire une étude off-label et voir si c'est faisable. C'est vraiment au cas par cas en fait. J'aimerais juste que tu dises un petit mot sur les nouveaux venus. Donc, tu as mentionné CardiaWave dans ta présentation, mais peut-être pas Histosonics, qui, les deux, utilisent plutôt la cavitation comme agent thérapeutique. Tu peux peut-être développer un petit peu ou sur les différences? Alors, effectivement, j'ai juste mis, honnêtement, j'avais rajouté CardiaWave juste sur la dernière slide, parce que je n'avais pas parlé avant. J'en avais pas parlé principalement parce que, enfin, pour Histosonics et CardiaWave plutôt parce qu'en général, quand on est HIFU, j'étais plutôt resté sur les lésions thermiques. Mais effectivement, c'est une autre approche où la technologie est quand même différente. Les pressions ultrasonores sont bien plus élevées et on favorise les effets mécaniques par rapport aux effets thermiques. C'est vrai que ça suppose des systèmes qui sont différents. Par exemple, là, on n'utiliserait plus l'IRM, par exemple, pour contrôler l'élévation de température, mais plutôt pour essayer de voir si les tissus ont été liquéfiés. Donc, ce sont des interactions qui sont complètement différentes et qui sont pour l'instant un peu en émergence. Histosonics, je ne sais pas s'ils sont marqués CE pour l'instant. Je ne suis pas sûr. Des essais cliniques, mais je ne sais voilà, pas si ça. Il y a des essais cliniques. Moi, j'ai essayé de rester, à part sur voilà, sur une slide où j'ai présenté un petit peu en cerveau ce qu'il pourrait y avoir. Je suis resté sur ceux qui étaient vraiment marqués CE ou FDA, sur les devices médicaux, vraiment. Mais ça vient, ils vont l'être bientôt. Et CardiaWave, voilà, c'est une question de mois, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore marqués CE. Il
y a une question de quelqu'un que tu connais bien. Je ne sais pas si tu vas le voir dans la salle. Tu vas reconnaître la voix, je pense. Oui, je voulais te demander, il y a 20 ans, les Chinois avec qui il y avait une grosse activité d'IFU en Chine. C'en est où maintenant? Jean-Yves, oui, en fait, il y a eu une grosse réorganisation en Chine. C'est la FDA chinoise qui a quand même fait beaucoup de ménage dans les différentes sociétés. Il y en a beaucoup qui ont disparu, beaucoup qui ont été intégrés dans les grosses. Donc finalement, maintenant, je crois qu'il reste 3 grosses boîtes chinoises. Principalement quand même Chongqing Haifu s'est taillé la part du lion. Il continue quand même à être très actif. Je suis assez surpris, je suis assez d'accord avec toi Jean-Yves, ils étaient vraiment en avance au début des années 2000. Moi je m'attendais à ce qu'ils envahissent un peu le monde de système et c'est resté très implanté en Chine en fait. Un peu en Asie, pas tellement en Europe. On le voit, hein, Chongqing Haifu a installé quelques systèmes en Europe, mais c'est pas la déferlante. C'est pas une déferlante, ni en Europe et encore moins aux États-Unis. Aux États-Unis, en fait, ils ont enfin, j'y ai là. Aux États-Unis, ils sont en fait bloqués par la politique. On peut bien comprendre la guerre qui existe entre les deux pays. En Asie, ça se développe de façon considérable. En tout cas, en gynécologie, pour le domaine qu'on connaît, il y a des publications de très grosses séries publiées dans des revues de très bons impact factors de rang A sur la prise en charge des fibromes avec des séries de 10 000 patientes par an. C'est effectivement. Alors, en tout cas, dans une spécialité, ils sont en train d'envahir en tout cas le marché pour le fibrome notamment. Il y a d'énormes cohortes aussi en otorino. Là-bas, en tout cas en Chine. En Chine, c'est même, on les compte même pas, mais c'est du style 500 000 patients juste sur les rhinites, par exemple. Ça, je ne sais pas quand ça viendra en Europe. Mais quand tu montres ton graphique, là où tu as la répartition des cas selon l'indication, quand on voit 41% de fibrome et puis X% assez élevé, je crois, pour le foie, on imagine bien quand même que ces machines chinoises fonctionnent plutôt bien. Peut-être qu'en Chine, mais elles fonctionnent bien. Oui, mais sur ces chiffres, en fait, je pense qu'ils sont beaucoup plus élevés parce que c'est les chiffres de la First Foundation. Et je ne pense pas qu'il y ait les patients chinois, parce que rien que les rhinites, par exemple, je sais que rien que les rhinites en Chine, c'est l'ensemble de tout le tableau qu'a fait la First Foundation. Tu vois, donc c'est un truc, c'est complètement fou. Enfin, ils ont plus traité de gens en rhinite que dans le monde de fibrome utérin. On a Jérôme Esteves qui représente Chongqing Haifu, qui est présent à iFuture, donc on lui posera la question. Oui, bah oui. C'est intéressant de savoir le nombre de sites qu'ils ont effectivement en Europe. D'ailleurs, enfin, je renvoie toujours sur le fameux site de la First Foundation, mais effectivement, tous les systèmes Chongqing Haifu sont bien référencés. En tout cas, j'en ai retrouvé pas mal sur leur site. Ils ne sont pas classés par fabricant, mais régulièrement, quand on clique sur les sites, on voit effectivement qu'il y a des systèmes Chongqing Haifu implantés. Je suis désolé si j'ai dit une bêtise sur les nombres de centres en France qui possédaient des guidages IRM de traitement IFU. En tout cas, malheureusement, on les compte sur le doigt d'une main. Je pense que Mme Arnaud-Boissel de la NSM m'a fait la même remarque que tu m'as dit. Et effectivement, il y a plusieurs centres en France, elle me dit 3. Maintenant, est-ce que tu traites, ils traitent que des tumeurs du cerveau, enfin que des Parkinson, tumeurs du cerveau, ou ils traitent aussi des pathologies myomateuses ou ça? Bon, à notre connaissance, en tout cas en gynéco, il n'y a pas d'autres centres que Bordeaux. Ah oui, ça c'est possible. Non, nous, c'est que neuro, et pour l'instant, c'est même que tremblement essentiel. Ouais. Ça veut dire qu'on peut aussi imaginer qu'un jour, on pourra traiter très rapidement des fibromes chez toi. Enfin, là-haut. Ça, à voir. C'est pas ma priorité. Merci beaucoup, Jean-François, pour cette présentation.